Bienvenue à tous. Mon nom est Rosalie Drum. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire de la série Mini Snack présentée par le RCCBQ. Le RCCBQ, c'est le regroupement des tables de concertation bioalimentaire du Québec, une organisation provinciale qui unit les forces des 17 membres à travers le Québec pour le développement d'un secteur bioalimentaire prospère et durable. Cette série de webinaires Mini Snack vise à outiller les acteurs du monde entrepreneurial bioalimentaire dans leurs accès au marché institutionnel québécois. Des petits rappels techniques avant de débuter avec nos invités. Donc, tout d'abord, notez que les webinaires de la série Mini Snack sont enregistrés pour en faire bénéficier un maximum de personnes. Ils sont disponibles sur notre site web, donc le www.rtcbq.com, dans la section webinaire de l'onglet commercialisation pour une écoute en rediffusion. Pour vos questions, je vous demande d'utiliser la section Q&R, donc au tout haut de votre écran. Les questions choisies seront répondues au fur et à mesure du webinaire. Sans plus tarder, permettez-moi de vous présenter notre invitée, Sophie Vincent, directrice au Centre Humani, qui aborde le sujet d'aujourd'hui, donc approvisionnement local survol des différents points de vue pour mieux saisir les opportunités. Sophie, c'est à toi. Merci beaucoup, Rosalie. Merci beaucoup au RTCBQ pour l'invitation. On est très contente d'être ici parmi vous. En passant, juste dire qu'on n'est pas dans nos installations régulières. On est présentement déjà au rendez-vous des institutions d'aliments du Québec. Et si jamais il arrivait quelque chose, vous m'excusez déjà d'avance pour la peut-être interruption qui aurait lieu. On va faire tout en notre possible pour que tout se déroule bien. Et très heureux de vous compter parmi nous. Je sais qu'actuellement, il y a beaucoup d'événements en cours. On est content d'avoir un grand nombre d'auditeurs, de participants, dans le fond, au webinaire. Bon appétit pour ceux qui sont en train de manger. Et dans le fond, l'objectif de tout ça, c'est vraiment de vous faire découvrir sous différents points de vue le milieu institutionnel. Moi, je me plais à dire que plus je comprends les autres personnes, plus je suis en mesure d'adapter ma stratégie, la démarche gagnante. Puis cette stratégie-là elle peut être tellement gagnante pour tous que c'est encore plus porteur de le faire ensemble ou de mieux comprendre l'autre. Alors, c'est vraiment ça, en toute simplicité, on a résumé certaines informations qu'on va regarder au fur et à mesure. Commençons donc tout d'abord par vous présenter le Centre Humani. Fait que le Centre Humani, c'est 25 ans d'expérience en recherche consommateur et en évaluation sensorielle. L'idée, là, dans le fond, c'est de travailler en collaboration autant avec l'utilisateur que le consommateur que les entreprises pour que cette approche-là soit gagnante. Fait que vous voyez, cette origine-là de mettre les gens à travailler ensemble en complémentarité n'est pas née hier. Et c'est vraiment cette pratique-là qu'on applique là, dans l'aspect collaboratif pour tous les projets. L'idée, c'est comment on peut faire ressortir justement les aspects distinctifs qui font en sorte que chacun y trouve son compte puis que chacun est gagnant dans la stratégie. On arrive donc avec les deux grandes expertises. C'est que le sensoriel, c'est quoi? C'est savoir décrire, analyser. C'est une discipline scientifique, c'est qu'on a des experts à goûter. Oui, ça peut être un travail faire ça, mais c'est aussi de faire ressortir tous ces aspects-là distinctifs qui va possiblement accrocher le consommateur, donc qui va le séduire, qui va lui donner une longueur d'avance. Et ça, bien, ça pourrait être perçu, ça pourrait être noté par les experts, mais ça pourrait pas plaire aux consommateurs. C'est pour ça que la statistique actuelle, là, c'est sur 10 produits lancés, il y en a juste un qui devient succès. La mission du Centre Humani, là, c'est de faire en sorte que ce 1-là augmente à 2 et si possible 3. L'idée, c'est que lancer un produit qui ne devient pas un succès, ça demande les mêmes énergies. Fait que tout ce qu'on peut faire pour prédire les chances de succès d'un produit, mieux ce sera. On poursuit maintenant avec cette approche-là qu'on avait en recherche consommateur et en sensoriel qui s'en allait au marché du détail. Fait que comment l'acheteur allait faire l'utilisation. On l'applique aussi à travailler avec du maillage. Donc, deux entreprises qui vont travailler ensemble. Par exemple, je fais des canneberges, je fais des bartendes. Est-ce que les bartendes peuvent aller ensemble? Est-ce qu'on peut s'encourager? Est-ce qu'on peut se rendre plus fort un et l'autre? Et c'est la même chose qu'on applique au niveau du HRI. Fait que H pour hôtel, R pour restauration et I pour institution, qu'elle soit publique ou privée. Fait que c'est cette même perception-là où on va mettre des acteurs ensemble pour bien comprendre. Fait que vous voyez, c'est la démarche dont on va parler aujourd'hui.
on poursuit avec, bien, je tiens à dire que ça s'enregistre tout ça quand on travaille avec institutionnel public dans de la cadre de la Stratégie nationale d'achat d'aliments québécois, la SNAC, et on est partenaire avec tout ce beau monde-là, dont, entre autres, les RTCVQ, mais aussi, comme je disais tantôt, Aliments du Québec, THQ, M361, le CIBIM, l'Association des producteurs maraîchers du Québec. Est-ce que j'en ai oublié un? Non, je ne crois pas. Il ne reste que nous. Et nous, notre mandat, dans le fond, c'est un mandat d'accompagnement structuré avec des cohortes. Ce n'est pas tout le monde qu'on accompagne. Les gens ne peuvent pas tous nous appeler pour nous poser une question. On regroupe les gens sous forme de cohorte. Puis je vais plus vous l'expliquer à la fin du webinaire parce que peut-être que ça va vous avoir donné envie d'être accompagné, de faire partie de la prochaine cohorte. Puis sachez que dans le fond, les entreprises qu'on recrute, ce sont aussi les entreprises sur lesquelles on sait qu'il y a une demande au niveau du milieu institutionnel. Fait que l'idée, c'est que la demande soit présente, que l'entreprise ait la capacité de pouvoir fournir les milieux institutionnels. C'est comme ça qu'on forme nos cohortes. On vise, entre autres, la grande répartition au niveau des régions, mais aussi au niveau des catégories de produits pour pas qu'on ait 15 produits de la même catégorie. C'est beaucoup de cette façon-là que les cohortes se forment. On va donc poursuivre avec la page suivante. Et comment on travaille? Bien, de cette même façon-là. Quand je dis on travaille en cohorte, ça veut dire qu'il y a 15 entreprises qui commencent. C'était notre troisième cohorte qui est en cours actuellement. On commence avec 15 entreprises qui poursuivent l'accompagnement. Ils travaillent ensemble, ils font des formations ensemble, ils s'encouragent, ils disent justement l'expérience qu'ils ont, par exemple, avec leur inscription Aliments du Québec, avec GS1, ce genre de choses-là, on les partage ensemble pour faire bénéficier l'expérience d'un par rapport à une autre personne. Ça se fait vraiment en grande générosité, puis on apprend beaucoup à vivre de l'expérience des autres. Ça se fait aussi au niveau de chaque entreprise parce qu'on va aller l'aider à creuser de l'information. Pour chacune d'entre elles, on va aller voir, par exemple, les volumes estimés, on va aller voir les caractéristiques recherchées pour cette catégorie-là de produits. On va faire vraiment ressortir par entreprise des informations stratégiques. Et bien entendu, avec l'ensemble de l'écosystème, c'est vraiment ça qu'on veut mettre de l'avant aujourd'hui. Travailler seul, ça nous met quelque part, mais travailler ensemble, ça nous met vraiment plus loin. Et je crois que c'est justement un peu le titre que j'ai donné à la page suivante. Qui, oh non, pas tout à fait. La page d'après, ce ne sera pas très long. Dans le fond, qui est à la fois travailler autant avec les institutions, bien, on travaille avec les entreprises, mais on a besoin de parler avec les institutions, on a besoin de comprendre, d'écouter vos besoins spécifiques pour être capable de bien recruter nos entreprises, mais de bien les guider dans leur adaptation. On a déjà cette capacité-là à écouter, à mettre en contexte, à comprendre les réalités de chacun pour justement rendre cette information plus accessible. C'est un peu le résumé de tout ça qu'on va faire aujourd'hui ensemble. Puis je dis un résumé, mais en fait, c'est une vision. Ça aurait pu durer 3 heures, cette formation-là. On va résumer ça en 30-35 minutes pour vous permettre d'aller faire autre chose après le dîner. Et l'idée, c'est comment en travailler ensemble. On parle beaucoup de co-création, mais des fois, la co-création, ça veut pas juste dire travailler main dans la main, ça veut dire échanger de l'information très pertinente qui permet de guider l'autre dans son adaptation. Mais c'est vraiment là-dessus qu'on travaille pour une approche, comme je disais, ensemble. Alors, la présentation d'aujourd'hui va vraiment porter sur les défis et opportunités à travailler ensemble. Souvent, quand je prends mes propres yeux, je vois tout ce qui m'incombe comme poids, tout ce que j'ai comme responsabilité, tout ce que j'ai à faire pour pouvoir y arriver. Et quand je comprends mieux pourquoi l'autre me demande quelque chose, je suis plus à même d'adapter tout ça. Puis quand, des fois, c'est juste une question de perception ou de capter une information qui est très importante. Donc, c'est vraiment ça qu'on veut mettre de l'avant aujourd'hui. Vous allez voir, il y aura 5 segments. C'est la partie institution qu'on va débuter, la partie organismes gouvernementaux, distribution, utilisateurs, entreprises agroalimentaires. Dans tous les cas, là, ce sont des gens qui vont être appelés à travailler ensemble pour se rendre jusqu'à l'approvisionnement alimentaire dans les institutions publiques. Ce n'est pas exclusif. Il y en a d'autres aussi qui pourraient faire partie de ça, mais sachez que dans le fond, c'est vraiment ces 5 aspects-là qu'on va mettre de l'avant aujourd'hui. Donc, le point de vue des institutions, premier point de vue. Bien, on ne peut pas débuter ça sans vous dire à quel point ils ont des réalités de terrain qui sont très diverses. La diversité de leur clientèle, la diversité des installations, le territoire que ça va couvrir. Fait que ce qui est applicable pour une région n'est pas nécessairement pour tout le Québec. Ce qui est applicable pour un CIUS n'est pas nécessairement pour toutes ces installations du CIUS. Fait que c'est très important de voir que
ça se peut que l'information que vous allez obtenir d'une même requête soit très diversifiée, puis que ça vous permette, des fois, ça vous égare un petit peu au niveau de OK, mais c'est ça qu'ils veulent ou c'est autre chose qu'ils veulent. Mais ça, c'est dû à leurs propres réalités qui sont complètement différentes d'une installation à l'autre. De la même façon, les besoins des utilisateurs, et je dirais bien les besoins, mais aussi leurs propres enjeux qu'on va voir plus en détail tout à l'heure. On passe maintenant à la partie autogestion. Désolée si ça fait du bruit, comme un petit montage en cours, désolée. Dans le fond, ce qu'on peut dire, c'est qu'au niveau des institutions publiques, il y a une partie qui se fait de façon gérée eux-mêmes, qu'on va donc appeler autogestion, et une partie qui est contractuelle. Comme vous pouvez le voir, selon le segment de marché qui est visé, ça se pourrait que vous ayez plus à travailler avec des traiteurs ou des concessionnaires, comme par exemple, c'est le cas dans les écoles secondaires. Ça sera donc un incontournable pour ce milieu-là. Si vous voulez aller dans ce marché-là, il y a 72 qui vont passer par ces gens-là qui vont traiter cette information-là différemment. Et il y a la partie santé qui est comme un peu à l'opposé et encore plus au niveau des CPE. C'est vraiment fait sur place avec leur équipe à eux qui vont travailler dessus. Et ça, c'est un facteur important. Ça ne rentre pas de la même façon dans ces deux segments-là. On poursuit. Dans les niveaux des obligations, une institution, elle a le devoir de nourrir ses patients, de nourrir ses utilisateurs. Il ne pourrait pas y en avoir des repas où il n'y a rien. Imaginez-vous, là, vous êtes à l'hôpital, il arrive quelque chose, il faut absolument qu'il soit capable de pallier à la situation. C'est ce qu'on va appeler le plan de contingence, comme par exemple pour des pannes électriques, pour une pandémie, on est passé par là il n'y a pas si longtemps, mais aussi toute autre situation exceptionnelle. Ça, c'est dans le cas où c'est quelque chose de très ponctuel et qui ont besoin de pallier à ça. Mais au quotidien, si par exemple mon fournisseur n'a pas eu son approvisionnement en fraises, ils ne peuvent pas juste décider de ne pas mettre de fraises au menu pour qu'il y ait quelque chose d'autre qui vienne le remplacer. Au niveau des obligations, si l'institution n'est pas en mesure de fournir les produits disponibles, ça va être très grave et ils vont devoir trouver une solution. C'est pour ça qu'ils insistent beaucoup sur vous, fournisseurs, entreprises. Si vous avez besoin, si vous faites affaire avec eux, ça ne pourrait pas du jour au lendemain parce que vous avez eu des ennuis, parce que la production, parce que différentes raisons. Ça ne pourrait pas être juste « je vous approvisionne pas », qui va donner une responsabilité de remplacement. On poursuit avec la partie rentabilité. C'est quelque chose qu'on entend moins, mais assurément, l'objectif, c'est pour la partie, on va dire, cafétéria et la partie cafétéria, visiteurs et tout ça, tout ce qui va être de la vente, bien, assurément, on doit considérer cet aspect-là. C'est-à-dire que si je fais une offre et que tous les gens vont à l'extérieur, par exemple, ils arrivent tous au restaurant avant de s'en venir, ils passent tous se récupérer un café, ou ils amènent toutes les choses de la maison, je ne ferai plus de vente. Fait que la partie satisfaction et adaptation aux tendances est vraiment grande. Je ne peux pas juste offrir quelque chose et me dire que le seul fait que les gens soient sur place vont faire en sorte qu'ils vont s'approvisionner sur place. C'est toujours important de se dire, est-ce que la personne, elle trouve que le rapport qualité-prix est assez acceptable? Et de la même façon, je ne pourrais pas juste le vendre cher parce que justement, ils sont sur place. Fait qu'il faut vraiment toujours se comparer avec l'offre externe et c'est une responsabilité qu'ils ont parce que c'est la responsabilité d'offrir quelque chose d'adapté et compétitif. Et je passe avec la partie équipe de travail. Actuellement, et depuis toujours, peu importe qu'est-ce qu'on parle, si je suis, par exemple, dans une entreprise, j'aurai sûrement le même contexte, bien, il y a effectivement des défis. Je ne pense pas qu'on s'apprend rien. Il y a des défis de main-d'œuvre en termes de quantité, d'absence, de maladies professionnelles. Avec tout cet aspect-là où, bien, dans un monde idéal, peut-être que je fais du portionnement, peut-être que je prends le pudding puis je prends une louche puis je fais chacun des plats, mais peut-être que je n'ai pas les équipes disponibles pour pouvoir faire ça. De la même façon, peut-être que j'ai des pommes de terre en purée de prévu, mais que, par exemple, la personne qui devait les préparer n'est pas là, puis je vais devoir utiliser des pommes de terre en flocons. C'est toutes des considérations qu'eux, ils ont. Et c'est la même chose au niveau du développement durable. Assurément, on aimerait pouvoir portionner, on aimerait faire des portions, mais ça implique autre chose, ça implique de la vaisselle, ça implique la gestion des déchets. C'est toutes des préoccupations qu'eux vont avoir. Et finalement, bien entendu, particulièrement pour les secteurs d'institutions publiques, mais particulièrement pour ce qui est de la santé, je ne pense pas que je vous présente une page que vous ne connaissez pas, mais pour eux aussi, c'est la même chose. Ils vont sous forme d'appel d'offres
c'est géré par une équipe d'approvisionnement, fait que ça se travaille en partenariat. C'est vraiment au niveau des institutions, des équipes de décision qui vont travailler ensemble. Et une fois que le contrat est donné, ils doivent travailler avec le contrat qui se sont engagés. Ils doivent respecter aussi les volumes qui se sont engagés. Fait que si j'ai un nouveau produit qui sort, puis je suis dans un terme d'un contrat, bien à ce moment-là, je vais devoir poursuivre de cette même façon-là. Donc, respecter la structure qui est en vigueur et ça varie parfois selon certaines institutions. Je crois que ça fait le tour des institutions. Rosalie l'a dit tout à l'heure, si jamais vous avez des questions propres à un point de vue que je ne risque pas de toucher, je vous invite là, à juste écrire les questions sur la partie questions-réponses, donc Q&R. Mais si jamais je vois que je vais en parler plus tard, je vais juste répondre un peu plus tard. Donc, du point de vue des organismes, bien entendu, il y a cet objectif-là de cible qui a été mené, qui est un engagement qui évolue de façon magnifique. On est très, très près du 100 et c'est encourageant parce qu'il y a des gens qui se sont fixés une première cible, qui sont déjà en train de retravailler sur les prochaines, qui continuent. Dans le fond, c'est comme si tout ça crée de l'engouement encore plus. Fait que ça, c'est une très belle, un très beau défi qu'on s'est laissé, qu'on s'est donné, mais qui est aussi quelque chose à atteindre. Donc, assurément, cette partie-là, au niveau des cibles, on poursuit. Bien entendu, là, j'en profite pour dire qu'on a des partenaires de la SNAC qui travaillent très fort à l'atteinte de ces cibles-là, à la complémentarité, à rejoindre le plus de gens possible. Et c'est ça qui est très, très beau aussi de faire partie d'un mouvement, c'est de pouvoir avoir des gens qui travaillent sur chacun des secteurs. Fait que j'en profitais pour le dire, mais sachez que c'est vraiment, vraiment cette belle atteinte-là est hors de notre champ à nous et vraiment dans les responsabilités de d'autres personnes et ils le font super bien. On arrive maintenant dans les responsabilités qu'on dit toujours à chacune des formations qu'on va donner, bien, il y a tout ce qui doit être respecté, tout ce qui est en vigueur et tout ce qui est engagement. Donc, les accords intergouvernementaux, les lois provinciales, les règlements provinciaux et ça se doit d'être respecté. Fait que c'est pas quelque chose qui peut être contourné. Fait que c'est ce qui est en place. On poursuit. La structure globale des obligations et obligations, bien, c'est de quel type de contrat qu'on va faire avec le SEAO. Fait que si vous êtes déjà un petit peu familier, vous comprenez un petit peu qu'est-ce que ça veut dire, les types de contrats avec SEAO, entre autres, soit un appel d'offres public, appel d'offres sur invitation, les achats gré à gré. Fait que ça, c'est la structure qui est en place. J'espère que le 33 800 est encore bon, parce qu'il ne cesse d'augmenter. Fait que j'espère que c'est encore ce bon chiffre-là, mais sachez que dans la dernière fois qu'on a donné une formation, je crois en novembre, c'était ce chiffre-là qui est en vigueur. Fait que si jamais vous avez une information autre, n'hésitez pas à me corriger. L'approvisionnement alimentaire, c'est quelque chose qui varie et qui est beaucoup plus difficile à estimer que, par exemple, j'ai fait la comparaison avec une table puis des chaises. C'est quelque chose qui, autant de votre côté, entreprise, va fluctuer, fait qu'au niveau des productions, qui va fluctuer au niveau des approvisionnements, c'est la même chose pour eux et c'est très complexe. Juste pour de la moutarde, il pourrait avoir entre 5 et 16 lignes d'approvisionnement dans le SEAO. Donc, c'est multiple. J'imagine que dans d'autres catégories, c'est aussi multiple, mais la différence, c'est que d'une année à l'autre, d'une production à l'autre, tout ça peut changer. Et que c'est des références multiples en termes de format, composition, restriction. Et surtout, le coût de revient fait en sorte que je n'ai pas une marge de manœuvre énorme sur chacun de ces produits-là. Fait que ça vient vraiment rajouter du défi à ce niveau-là. Bien entendu, c'est fait avec le Centre d'acquisition gouvernementale qui a pour principe d'optimiser les acquisitions gouvernementales. Et comme c'est écrit là, puis on n'a pas inventé une information, le plus important, c'est qu'ils garantissent ou qu'ils travaillent dans le sens qu'ils travaillent pour un juste prix et l'accessibilité à des produits et des services de qualité. Et c'est vraiment dans ce sens-là qu'ils travaillent. Fait que des fois, on a l'impression que c'est une exigence, mais c'est pas pour rien qu'il y a cette exigence-là, c'est parce que c'est leur mission à eux qui est d'offrir aux organismes publics les biens et services dans le prix le plus juste possible. Donc, c'est comme un engagement, une responsabilité qu'eux, ils ont de leur côté. C'est ça l'intérêt, c'est de voir, OK, c'est pas juste demander, il y a une raison, ils ont une responsabilité par rapport à ça et chacun a sa propre responsabilité qui collabore avec les autres.
Évolution constante en fonction du contexte. Juste vous dire que, bien, on en parle beaucoup en ce moment, mais on en parle de façon générale. Ça fait 3 ans qu'on travaille sur le milieu institutionnel public et l'évolution, elle est incroyable. En ce qui a commencé au jour 1 et ce qui se passe maintenant, il y a déjà beaucoup de choses qui ont progressé. Et plus on constate quelque chose, plus les gens s'impliquent, plus les gens sont appelés à faire évoluer les choses. Et c'est très beau de voir cette évolution-là. Les organismes gouvernementaux travaillent très fort en ce sens-là, avec l'appui de tous les partenaires qui gravitent autour d'eux, donc de tous les points de vue. Point de vue des distributeurs. Fait que le distributeur, actuellement, si je vais vraiment sur le contrat d'épicerie et en santé, voici ce qui a été signé en 2024. C'est que dans le fond, selon le territoire dans lequel vous vous situez, votre région à vous, il y a un collaborateur qui a reçu la responsabilité de ça. Donc, ce collaborateur-là a gagné des appels d'offres et pour les prochaines années, c'est avec ce distributeur-là qu'ils vont travailler. Donc, ce sont ces 3 principaux-là distributeurs. Ça, c'est dans le cadre des contrats d'épicerie. Fait que si je vais dans la viande, si je vais dans les fruits et légumes, ce serait autre chose. Mais sachez que c'est sûr que si vous voulez rentrer en santé, puis vous voulez aller, par exemple, des pâtes alimentaires, vous allez devoir faire partie du contrat d'épicerie. Donc, ça va vraiment être via un de ces distributeurs-là que vous allez devoir vous approvisionner. Si c'est un produit à contrat, bien entendu. Le distributeur agit et a des responsabilités. C'est l'intermédiaire. Tantôt, je vous disais que du côté de la demande, donc des institutions, ben, il y avait des exigences, puis il y avait surtout une exigence de si le produit ne se présente pas, tu vas devoir me trouver un produit de remplacement. Fait que vous, de votre côté, offre, entreprise, vous vous engagez à fournir quelque chose. Mais si jamais il arrivait quelque chose, c'est le distributeur qui va avoir cette responsabilité-là de s'assurer que la satisfaction de part et d'autre. Fait que moi, comment je vois ça, c'est que le distributeur, c'est un intermédiaire à gérer la satisfaction à la fois de l'institution et la satisfaction à la fois de l'entreprise à travailler ensemble. Du côté de la demande, ils vont travailler, par exemple, sur les heures de livraison. Des fois, c'est très précis, c'est tout en même temps, c'est tout dans un même secteur, c'est qu'à coordonner tout ça, trouver les produits de remplacement, à s'assurer que si jamais il y avait de la fluctuation, c'est eux qui vont devoir travailler autour de ça, fluctuation en termes d'approvisionnement. Du côté de l'offre, bien, ils vont travailler avec vous pour s'assurer que les exigences qui sont demandées dans l'appel d'offres, bien, vous soyez en mesure de les rencontrer pour pouvoir promouvoir votre produit. Fait que des fois, c'est des exigences en termes de format, d'emballage. Je dis des fois, mais c'est ça, souvent, de durée de vie, de prix compétitif, parce que ce prix compétitif-là, c'est un des enjeux principaux. Et surtout, à développer un lien de confiance. Fait que votre utilisateur, donc ceux des institutions, la demande, vont demander quelque chose, vous allez développer un partenariat avec eux, mais ça va être via l'intermédiaire qui va en faire la distribution. Intermédiaire, c'est pour vous donner une idée de qu'est-ce que ça pouvait avoir, autant de précision. Fait que, par exemple, pour différents lieux, voici les heures de livraison, voici la façon que ça va se présenter. Et ça a l'air d'être simple comme ça. Mais si par hasard, vous ne pouvez pas vous présenter, ça produirait une rupture de stock et ça créerait une grosse lacune au niveau de leur offre de produits. Fait que cette exigence-là repose sur leurs épaules à eux qui doivent s'assurer de répondre. Puis c'est ça qui devient difficile des fois, si n'est pas justement ce distributeur-là, d'arriver à rencontrer chacune des exigences au niveau des livraisons. Coûts associés, bien entendu, je pense que c'est ce que vous voyez toujours. Ça ne se fait pas gratuitement tout ça. Fait que vous voyez probablement des marges qui sont demandées. Dites-vous que ces marges-là, ce n'est pas pour rien qu'ils chargent des marges, c'est parce qu'ils vous offrent des services, ils offrent des frais de logistique, ils offrent des frais de mise en marché, ils travaillent pour vous. Et tout service a aussi une marge demandée. Fait qu'assurément, il y a moyen de travailler tout ça, de regarder avec eux, d'en discuter avec eux, mais c'est pour ça qu'ils vous demandent des frais. C'est pas juste parce que l'essence coûte cher, c'est pas juste parce qu'ils font la livraison, c'est tous ces autres frais-là qui sont associés à des services qu'eux, ils offrent, ils vous permettent de développer les nouveaux marchés. Même chose au niveau des coûts associés, fait que c'est eux qui vont gérer les commandes, gérer les livraisons, gérer les appels d'offres. Juste vous inviter à aller voir c'est quoi un appel d'offres d'épicerie et voir l'envergure de tout ça. Ça demande beaucoup de devoirs de leur côté, beaucoup de devoirs à faire appel à différents fournisseurs pour les sélectionner, s'assurer qu'ils rencontrent bien les spécifications et s'assurer qu'ils répondent à chacun des critères. Et c'est beaucoup de gestion
la satisfaction entre les deux, donc la gestion des parties prenantes. Comme si moi, je n'ai pas de parti pris pour aucun d'entre eux. L'objectif, c'est plus de vous dire, ben voici ce qui existe dans leurs contraintes à eux, puis voici comment chacun a à travailler avec sa propre situation. On arrive avec les utilisateurs. Je vous disais d'entrée de jeu qu'on était en recherche consommateur initialement, fait qu'assurément, les utilisateurs ont aussi leur mot à dire et ont aussi leur importance dans toute cette équation-là. C'est des besoins à combler. Je ne vous apprends rien si je vous dis qu'on mange plusieurs fois par jour, autant en termes de repas et de collation. Fait qu'imaginez-vous, là, moi, j'ai juste ma propre petite famille à gérer et tous les jours, j'ai à gérer les repas et les collations de chacun d'entre eux, à coordonner ça, faire l'épicerie, préparer tout ça. C'est la même chose au niveau des institutions, mais fois une beaucoup plus grosse famille et fois, je n'ai pas d'option, je ne peux pas commander du resto parce que ça n'a pas fonctionné. Fait que le besoin à combler est toujours là et c'est comme ça, jour après jour, sans aucun répit. Là. Ça n'arrête pas la journée de Noël, c'est même l'inverse, ça accentue parce qu'on veut quelque chose de spécial et c'est aussi ça. C'est aussi au-delà de juste nourrir, c'est une expérience. Je vais vous en parler un petit peu plus dans les prochaines minutes. Besoins à combler, assurément, on parle beaucoup des produits qui vont être servis, fait qu'il y a des enjeux de diversité, de quantité, de qualité. Il y a aussi un chiffre, puis je ne sais pas si c'est le chiffre actuel, prenez-les pas pour vraiment, Sophie a dit ça et c'est ça absolument. C'est une estimation qu'actuellement, le coût du repas patient est autour de 7,75 $ par jour. Peut-être qu'il y a eu de l'inflation, peut-être qu'on est autour de ça, mais imaginez, mettons, même si c'était 10 $, j'ai à nourrir une personne avec toutes ses collations et tous ses repas pour 10 $ par jour, ça demande une gymnastique incroyable. Qui fait en sorte que si j'ai un produit exceptionnel, par exemple, je décide de mettre un petit contenant de sirop d'érable dans mon cabaret parce que j'y accorde une valeur importante, ça veut dire qu'il y a d'autres choses que je vais devoir optimiser au niveau des coûts. Si, par exemple, votre gâteau, je vois une espèce de, on va dire, gâteau au bleuet ou carré aux dattes, est exceptionnel, c'est fait avec des produits frais et tout ça, mais que le gâteau en soi, il coûte 2 $, c'est pas la portion protéine, c'est-à-dire qu'il y a d'autres choses qui vont être impactées. Fait que c'est pour ça que le parti qualité, quantité, diversité doit aussi tenir compte de la partie budgétaire. Besoins spécifiques, certaines installations ou institutions avec lesquelles on a parlé nous ont parlé jusqu'à 50 régimes différents qui pourraient avoir lieu. C'est beaucoup de régimes à gérer, fait que soit des restrictions alimentaires, des besoins énergétiques, de la motricité. Est-ce que j'arrive à ouvrir le petit contenant, le petit emballage de fromage en portions que je vais servir? Et si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que ça va devenir du gaspillage alimentaire et ça veut dire que la personne qui avait besoin de ces apports-là en énergie ne l'aura pas. Fait que ça va impacter toute l'équation, en fait. Et c'est aussi la même chose en termes de texture. Là, je vous les ai regroupés sous des grandes catégories, mais sur la page suivante, j'arrive avec encore plus de détails au niveau des besoins spécifiques. Fait que si on travaille avec les gens en institution, ils vont nous parler de différentes catégories de textures qui vont se croiser et c'est très important. Imaginez, c'est la sécurité de leurs patients. Si la texture doit être épaissie, puis que le produit ne rencontre pas le niveau épaissi ou il y a de l'inconstance au niveau du produit, ça pourrait provoquer des fâcheux événements qu'on ne veut pas avoir. Fait que la partie texture est très, très importante. Quand on vous parle, entreprise, de contenu en sucre puis de contenu en sel, vous êtes toujours en train de... Puis tout à fait normal, je me pose la même question, mais c'est quoi que tu veux avoir? Sachez que c'est pour une journée complète. Fait que si je passe toute ma quantité de sel permise sur, on va dire, mon morceau de viande, puis qu'après ça, j'en ai plus pour le reste de la journée, c'est ça qui devient problématique. Fait que, assurément, la réponse qu'ils vont vous faire, c'est le moins de sel possible, le moins de sucre possible. Il y a tous les autres aspects. Fait que c'est une équation qui se calcule comme vous le faites vous personnellement sur une journée entière, mais avec encore plus de responsabilités puisqu'ils ont des besoins spécifiques. On parlait tantôt de motricité, mais on peut parler aussi de perte de facultés cognitives selon le segment de marché avec je dis segment de marché, mais la clientèle qui est desservie par l'institution. Et dans certains cas, ce sont par exemple des certifications qui sont recherchées, dont entre autres, bien sûr, vous entendez beaucoup parler sur les jeunes enfants, les allergènes. Donc, tous des aspects qui pourraient vous être demandés et c'est pour les utilisateurs qui font ça, c'est vraiment pour combler leurs besoins. Bien entendu, il y a tout ce qui va s'appeler goût et préférence.
à quelque part, ça fait aussi partie de leur expérience, de leur quotidien. Donc, cet aspect-là est très important, autant pour les utilisateurs et toutes les personnes qui vont graviter à préparer les repas. Ils recherchent des produits qui vont correspondre au goût. Fait que, par exemple, oui, vous pourrez vouloir juste de l'eau, mais peut-être que le jus de pomme ou le jus d'orange et dans leur quotidien, ils leur amènent des vitamines et minéraux qu'ils ont besoin. Mais aussi, au-delà de ça, probablement, c'est qu'à quelque part, ça leur rappelle un peu leur quotidien qu'ils avaient à la maison. Même chose au niveau, par exemple, de la comparaison entre un petit biscuit qui a un contenu, on va dire, un peu plus épuré, mais qu'à quelque part, peut-être que je recherche une notion de plaisir qui va être associée à un produit dessert un petit peu plus avec de l'appréciation un peu différente. De la même façon, goût et préférence, que je pourrais viser la végétalisation des menus et que peut-être que la clientèle va y aller peu à peu, va y aller avec des plus petites doses et peu à peu va aller vers ça. Fait que sachez que même si on veut quelque chose pour les gens dans les institutions, il faut aussi que ça passe par eux parce que la page suivante, qui est selon moi très importante, retrouver une alimentation près des habitudes de vie de la personne peut favoriser leur consommation et j'imagine, c'est une présomption, mais j'imagine aussi leur guérison. Parce que quand je ne vais pas bien, ben, si j'arrête de manger, ça va encore moins bien. Fait que je présume, donc je remets ça avec l'ensemble de la population. Et ce que je dis aussi, c'est que l'alimentation est synonyme de petits plaisirs tout au cours de la journée et de socialisation. Fait que des fois, des amener ailleurs, de leur faire vivre d'autres choses, d'avoir des thématiques, des concepts qui essaient d'amener des lieux de rassemblement, mais c'est peut-être ce qui fait leur moment agréable. Ne serait-ce que recevoir son cabaret, c'est peut-être le moment agréable de leur journée. Fait que sachez que pour les utilisateurs, ça a aussi beaucoup d'importance, la partie alimentaire. On arrive avec la partie point de vue des entreprises qui, j'imagine, vous concerne la plupart ou plusieurs d'entre vous. Donc, juste vous dire que pour travailler autant avec le détail, les entreprises, les HR, le I de institution publique, c'est un marché complètement différent. Quand on a commencé à travailler avec ça, on a tout découvert ce langage-là et c'est un langage qui est, c'est comme si la façon de travailler est complètement différente. Et juste vous dire que ce que vous avez l'habitude de faire actuellement, si vous êtes déjà, par exemple, dans l'hôtellerie et la restauration, ça ressemble un petit peu plus. Mais si vous êtes actuellement que sur le détail, les façons de faire vont devoir être réenvisagées. La façon d'approvisionner les gens va devoir être réenvisagée. Et si vous pensez juste faire comme vous faites actuellement, allez vous-même faire votre distribution, il y a de fortes chances que vous rencontriez, je dirais, peut-être pas l'impossibilité, mais des enjeux qui vont devoir être réfléchis. Les circuits d'approvisionnement, on pourrait penser, par exemple, qu'on va aller de gré à gré. Mais sachez que si votre produit fait déjà partie d'un appel d'offres et qui est déjà un produit à contrat, même si votre produit est exceptionnel, même si votre produit amène quelque chose de complètement différent, s'ils se sont engagés, les institutions vont devoir respecter l'engagement qu'ils ont pris. Fait que si, par exemple, j'ai dit que j'allais consommer, on va dire, je suis vraiment pas bonne dans les quantités, mais on va dire 1000 tonnes de pâtes alimentaires, j'ai un engagement de 1000 tonnes de pâte alimentaire. Si j'arrive avec une nouvelle pâte alimentaire qui contient, on va dire, des épinards pour remplacer la pâte alimentaire, je vais quand même devoir respecter mon engagement de 1000 tonnes. C'est un engagement que les entreprises doivent connaître. C'est assez que des fois, c'est pas parce qu'ils ne veulent pas, mais c'est qu'actuellement, ils sont déjà engagés à autre chose. Adaptation. Adaptation, comme dans tous les secteurs, si vous voulez vendre le produit à quelqu'un d'autre, donc pas juste à vos voisins, vous devez considérer leurs besoins, leurs paramètres d'adaptation qu'ils ont besoin. Et qu'ils vont avoir besoin, par exemple, que vous adaptiez probablement votre format et vos emballages, que vous adaptiez, par exemple, la quantité. Qu'on essaie de réduire au moindre coût possible parce que si je veux le rendre accessible pour le budget nécessaire, peut-être ça va demander certaines adaptations et surtout, de garantir la constance et la stabilité. Donc, au niveau de l'assurance qualité alimentaire, la sécurité est très importante. Autre adaptation, sur la page suivante, ce ne sera pas bien long. Alors, assurément, vous allez devoir penser et repenser à prix, composition, texture, emballage et distribution. Pas tout d'y penser.
il ne faut pas que ça corresponde à vos besoins à vous ou à ce que vous faites actuellement nécessairement. Il va falloir aller voir, et ce sera la page suivante, il va falloir aller voir ce que la compétition, donc le marché actuellement est détenu par qui, c'est quoi le volume, c'est quoi la marge de profit, c'est quoi les parts de marché qui est autour de ça. Fait que ce que je veux vous dire, c'est votre propre adaptation de votre produit va être guidée parce que vous allez pouvoir observer de ce que actuellement le marché est. Comme par exemple, sur la page suivante, actuellement, j'aimerais remplacer le fromage Petit Québec. Je souhaite préparer ça. J'aimerais, par exemple, travailler avec l'ancêtre qui ont fait ce défi-là de faire un fromage en portions. Donc, je vais devoir aller voir quelle est actuellement la caisse, quel est le format de ça, quelles sont les qualités que le Petit Québec a et quelles sont les qualités qu'il n'a pas, que je pourrais essayer d'être supérieure à tout ça. Et je vais devoir décider, est-ce que principalement, je vais aller, par exemple, dans le menu patient ou dans l'aire de restauration? Assurément, on essaie de présenter cette information-là pour... merci. Je me demandais s'il y avait une information, mais j'ai juste vu un merci. Désolée pour l'interruption. Juste vous dire que c'est ça qu'on fait avec la cohorte, c'est qu'on va travailler pour eux, on va essayer d'aller chercher cette information-là et il ne peut pas y avoir un nouveau produit. Les gens mangent et boivent déjà, fait qu'il faut que j'aille chercher des parts de marché de quelqu'un d'autre. Et pour ce faire, on va essayer d'aller chercher des parts de marché d'un produit qui vient de l'extérieur, qu'on pourrait avoir une offre qui est compétitrice. Et c'est là que l'adaptation est super importante. Comme par exemple, un autre très bon exemple, ils ont été plusieurs, autant en restauration qu'en institution, à souffrir d'une rupture de stock pour, par exemple, le biscuit soda. Donc, dans les demandes qui avaient été faites, quand on a fait le recrutement de la deuxième cohorte, on nous a demandé est-ce que quelqu'un qui pourrait faire des craquelins de type biscuit soda? L'idée, c'est de remplacer le biscuit soda. Est-ce qu'il y a besoin d'être identique en termes de tout ça? Peut-être pas, peut-être aussi. C'est là qu'il faut aller voir. Est-ce que ce sont les paramètres de texture qui vont être les plus importants? Est-ce que le paramètre le plus important, c'est que c'est très peu dispendieux, ce type de produit-là? Est-ce que c'est le fait que l'utilisation va se faire et va se casser pour se mettre dans la soupe ou c'est pour tremper? Donc, voyez-vous, l'idée, c'est d'investiguer ce qui est actuellement le produit de référence, le pourquoi ça fonctionne très bien et le pourquoi ça fonctionne un peu moins bien. L'idée, c'est que si je perçois qu'il fonctionne un peu moins bien, je peux à ce moment-là proposer autre chose qui répondrait mieux. Fait que c'est toujours de chercher, c'est la même chose au niveau des consommateurs, qu'est-ce qui va faire en sorte que je vais pouvoir me distinguer? Et la distinction, ça ne veut pas toujours dire être associé à de la valeur ajoutée. Fait que c'est pas nécessairement toujours la qualité des ingrédients. C'est pas toujours, ça peut entre autres en faire partie parce que, bien entendu, il y a des critères à respecter, mais ça ne veut pas dire que c'est exclusif à ça. Ça pourrait être des questions de volume de boîte. Ça pourrait être des questions de quantité qu'on est habitué de commander. Fait que tout ça doit vraiment être réfléchi dans sa globalité. Donc, la stratégie sera étudier l'offre actuelle. Vous avez une catégorie de produits, regardez actuellement comment ces gens-là s'approvisionnent. Fait que si, par exemple, je vais aller en santé, je vais regarder comment la santé s'approvisionne. Si, par exemple, je vais aller du côté des centres de détention, si, par exemple, je préfère aller, tantôt on voit un exemple de casino, je vais aller voir qu'est-ce qu'ils ont demandé. L'idée, c'est plus je suis renseignée, plus j'adapte ma stratégie. Adapter le produit en fonction des besoins. Vous n'aurez pas l'opportunité d'aller cogner à la porte de toutes ces institutions-là puis de capter cette information-là. Donc, fiez-vous actuellement sur ce qui est demandé. Et dans les appels d'offres, vis-à-vis fromage, c'est quoi qui est écrit en termes de quantité, c'est quoi les volumes qui sont estimés. Mais ça, c'est une information très intéressante qu'on peut retrouver sur, par exemple, SEAO. Je vous dis tout de suite, c'est un langage complexe. C'est pas quelque chose, ça va pas. Vous ne pouvez pas juste taper « je recherche l'information sur le fromage en portion », ça ne marchera pas et ça va vous demander de l'investigation, mais vous pouvez aller chercher une information fort utile. Développer la collaboration avec les institutions, ça va se faire un peu au fur et à mesure. Tantôt, on parlait de co-création, mais c'est ça qu'on fait. Quand on travaille dans la cohorte, on va essayer le plus possible d'aller chercher une information qui peut guider les entreprises dans leur adaptation pour aussi leur faire connaître les nouveaux produits, les produits actuels et les utilisations potentielles, mais surtout avoir l'humilité de dire mon produit, il est très bon, mais il ne s'adresse pas à ce milieu-là. Qu'est-ce qui actuellement s'adresse à ce milieu-là et est-ce que moi, comme entreprise, je veux aller dans ce segment-là? Parce que l'idée, ce n'est pas de pousser un produit, c'est d'être capable de capter une information et d'adapter le produit.
proposer, si possible, des recettes. Si c'est complètement novateur, des fois, ça aide à aller chercher l'information. Et favoriser le maillage et la découverte du produit. Moi, je le dis toujours, on fait des perles incroyables, des produits incroyables. Nos entreprises ont des super beaux produits, mais s'il n'est pas découvert, s'il n'est pas connu, ça reste un produit qui n'est pas vendu. L'idée, c'est de maximiser les occasions de maillage et de découverte des produits. Alors, voilà qui fait le tour. On a travaillé au niveau des entreprises. Je vous ai préparé des petites questions. Je regarde l'heure, j'aurai le temps, mais en fait, les petites questions, c'est plus pour moi parce que je suis très curieuse de savoir quel était votre niveau, mais je vais quand même favoriser plus un petit retour. L'objectif, ce n'est pas de prendre parti pour un de ces acteurs-là, c'est de vous faire un peu une vue 360 ou comment je regarde avec les yeux de quelqu'un d'autre, je peux avoir une perception différente de ce que c'est l'approvisionnement alimentaire. Il n'y a pas du positif pour un et du négatif pour l'autre. Assurément, tout est positif à travailler ensemble, je crois, mais il y a aussi, dans le positif, ça vient avec des enjeux, ça vient avec nous aussi de l'adaptation de tous les niveaux. Fait comment on adapte, puis le mot stratégie, des fois, est vu comme profitabilité. Moi, je pense que le mot stratégie est vu à comment on peut travailler de façon gagnante pour chacun de ces acteurs-là. On passe à la page suivante. Voici les entreprises qu'on représente dans cette cohorte-ci. 15 entreprises, comme vous pouvez le voir, je vous parlais tantôt de la diversité, mais on a cherché des entreprises. Autant on avait beaucoup de demandes au niveau des protéines, fait qu'on a essayé d'aller voir ça. On avait de la demande au niveau des condiments, c'est aussi ce qu'on est allé chercher au niveau, par exemple, de la diversité au niveau des régions, au niveau des ingrédients premiers. Fait que, par exemple, Nova Quinoa, un quinoa qui vient d'ici, qui est cultivé, qui peut faire un approvisionnement pour l'ensemble du Québec, c'est très intéressant. Et vous voyez la catégorie d'entreprises, fait à la fois des plus petites entreprises et à la fois des très grandes entreprises. Parce qu'à tous les niveaux, l'important, c'est que nos institutions publiques connaissent vos produits, puissent travailler avec vous et puissent développer des nouveaux produits. Et c'est ce qu'on fait pour chacun d'entre eux. On capte des informations stratégiques et peu à peu, on enclenche ce maillage-là et cette collaboration-là. Vous souhaitez en faire partie, vous pourriez vous inscrire. Fait que je lance l'appel, mais sachez qu'on reçoit beaucoup d'intérêt et on est très content de ça. On espère qu'il y en aura encore plus, mais que l'intérêt va aussi être basé sur la volonté des institutions à retrouver votre type de produit dans leur offre. On parle de ce qui est demandé comme un besoin actuel parce qu'il manque quelque chose, mais on parle aussi de volume qui vient de l'extérieur qui pourrait représenter un potentiel intéressant pour une entreprise parmi vous. L'objectif, ce n'est pas juste ce qui est demandé, mais c'est aussi ce qui vient de l'extérieur qu'on pourrait se permettre d'avoir ici, qu'on essaie de recruter. On recherche des entreprises qui vont avoir la capacité de desservir les milieux ciblés. Fait que dans le cas du projet, principalement, on cherche le milieu de la santé et de l'éducation supérieure. On va aussi travailler avec les autres milieux. Mais si vous voyez que votre produit, en termes de coût de revient, en termes est moins applicable à ces deux secteurs-là, à ce moment-là, c'est peut-être pas dans le cadre de cette cohorte-là. Là. Il nous reste une cohorte. Dans le fond, on va commencer la 4e cohorte. On ne sait pas s'il y en aura une 5 et une 6, mais on va commencer le recrutement de la 4e cohorte à l'été. Et les entreprises débutent en septembre. C'est un processus qu'on fait sur une année qui vous permet de revenir de retour de vacances et de débuter l'année avec nous et on poursuit notre belle collaboration durant toute l'année. Sachez que la collaboration ne s'arrête pas à la fin de l'été, fait qu'à chacune des fois qu'on attend une demande pour une des entreprises de nos cohortes précédentes, ça nous fait vraiment plaisir de mettre les gens en relation parce que la vie, c'est aussi une question de bons moments. Fait que des fois, on essaie quelque chose, puis le temps que l'idée ou la volonté germe, ça prend un peu plus de temps, fait qu'on poursuit la collaboration avec chacune des entreprises. On arrive donc à la partie merci, mais surtout questions. Vous avez été bien silencieux. J'espère que j'ai su vous amener un regard un peu différent, vous faire questionner. En passant, je sais que je vous amène beaucoup plus de questionnements que de réponses. Je crois beaucoup au processus de réflexion. Je crois que vous avez des richesses à l'intérieur de vos entreprises, avec vos partenaires, avec les gens qui sont dans chacune de vos régions qui peuvent vous accompagner. Continuez de vous questionner. Je pense que plus on se questionne, plus on fait des choses différemment, plus on fait des choses différemment, plus on a une stratégie qui est différente des autres. Fait assurément, vous avez des très, très bons acteurs. Je vois Rosalie revenir. Vous avez des très bons acteurs de façon dans chacune de vos régions pour vous guider. On peut aussi essayer de vous aider, mais
sachez que l'objectif, c'est pas de vous donner une marche à suivre parce que selon moi, ça n'existe pas. La marche à suivre, malheureusement, n'existe pas. Si on le savait, si on le savait, on l'appliquerait tout le temps, mais ce n'est pas le cas. Fait que ce sera des marches à suivre développées en fonction de chacune des institutions que vous voulez aller cibler et en fonction de vos propres paramètres et ce que vous voulez. Et partir avec une idée comme ça serait peut-être pas la meilleure des options. Je vous dirais donc, partez avec une volonté de travailler ensemble et je suis convaincue qu'on a de très belles choses à faire. Merci, Sophie, pour cette super belle présentation. Honnêtement, c'est toujours très, très intéressant. Ça me permet de mieux comprendre là, ce monde-là qu'est l'institution. S'il y a des questions, je vous invite à l'écrire dans le Q&A juste en haut de votre écran. Donc, on peut peut-être entendre une petite trentaine de secondes de plus, m'assurer qu'on manque les questions de personne. À vos claviers. Ceci est une belle source d'information. Des fois aussi, je pense que l'information nous vient pas tout de suite ou la question ne vient pas tout de suite. N'hésitez pas si jamais ça venait après coup. Puis comme je dis, des fois, j'ai plus ce sentiment-là que je vous fais réfléchir et c'est correct ainsi. Fait que je n'arrive pas pour après ça décanter le tout et revenir avec vos questions, soit vers nous, soit vers d'autres acteurs dans vos régions. Là, je suis convaincue qu'il y a des gens qui peuvent vous accompagner et surtout, sachez, moi, je trouve ça merveilleux, là, tout ce qu'on peut trouver actuellement sur Internet. Fait que renseignez-vous. Vous avez plein d'informations que vous pouvez aller chercher. C'est comme si devenez des petits enquêteurs d'informations. Puis plus vous mettez ça ensemble, plus ça va pouvoir avancer. Oh, on a des questions. Mes coordonnées. OK. Fait que mes coordonnées, je vais commencer par ça. J'ai aussi vu, je vois juste pas les questions apparaître dans tout. C'est pas grave, je vais aller dans le clavardage. Je crois que c'est là. Donc, est-ce que je vais commencer par mes coordonnées? Juste mes coordonnées, on travaille en équipe. Je ne suis pas la personne, je vous le dis tout de suite, là, moi, je pense que je peux faire des bonnes présentations, mais j'ai des collègues vraiment plus fiers pour répondre à toutes vos questions. Fait que si vous voulez qu'on se parle, je vous invite à communiquer avec institutionnel@centrehumanier.ca. Geneviève, Kathleen, d'autres personnes de l'équipe vont vous convoquer, puis on va se parler. Assurément, je vais faire partie de l'appel, mais vous êtes beaucoup mieux de passer par une de mes collègues et on a centralisé notre information sous institutionnel@centrehumanier.ca. L'autre question d'après, est-ce que le CAG a à cœur l'achat local ou est-ce une question de prix? Je pense que tout le monde a à cœur l'achat local avec tout ce qui se passe en ce moment. Surtout, on fait des produits sains, on fait des bons produits, on fait des produits qui peuvent répondre aux besoins. Et si c'est le cas, je crois que tout le monde a la volonté que ça fonctionne super bien. Alors oui, je ressens une très belle réceptivité de ce côté-là. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Puis, est-ce que le tarif de participation, quel est le tarif de participation? Vous pouvez aller sur notre site web à Centre Humanie, cliquer sur marché internet, vous avez tout le détail. Vous allez aussi revoir là, un petit peu qu'est-ce qu'on fait avec la cohorte et tout ça. Fait que n'hésitez pas à les consulter. L'information est toute là présentement parce qu'on a déjà des gens qui peuvent s'inscrire. Fait que sachez qu'actuellement, il y a déjà des inscriptions, il y a déjà des gens qui s'inscrivent. Et on est très content d'avoir vos inscriptions. On va tout traiter ça ensemble. Donc, dès que les inscriptions vont rouvrir à la fin mai, juin, on va refaire des webinaires, on va mettre les choses en ligne. Fait que toutes les personnes qui ont été intéressées vont recevoir une invitation pour participer à la petite séance d'information. Et là, par la suite, vous pourrez soit nous demander une rencontre individuelle et basée sur le nombre d'inscriptions qu'on va avoir reçues et les besoins des inscriptions, on va planifier une petite entrevue pour voir un petit peu là, vos produits, voir justement s'il y a une bonne complémentarité entre les deux, autant l'offre que la demande. Fait que assurément, vous pourrez bien le consulter comme ça. Et merci beaucoup, Rosalie, d'avoir mis le lien pour notre site web. Sachez qu'on va mettre l'information au fur et à mesure, puis que sur tous les réseaux sociaux, on va mettre aussi plus d'informations pour le recrutement de la 4e cohorte. Je vois juste une autre notification. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parfait. Good. Donc, je vous repartage mon écran. Est-ce que je peux dire un dernier mot, Rosalie? Oui, vas-y. Okay. Merci. Je veux juste vous remercier pour votre temps. Je sais que dans les entreprises ou dans toutes vos institutions, vous avez un temps qui est très occupé et j'apprécie beaucoup que vous ayez de l'intérêt pour ce marché-là. Je pense qu'on gagne tous à diversifier nos marchés. Je crois que le milieu institutionnel public peut représenter une belle opportunité. Assurément, je pense que vous avez différentes pistes de réflexion.
considérez-la. Je crois que c'est autant gagnant pour les entreprises que pour le milieu aussi. Fait que merci beaucoup pour votre intérêt et merci encore, Rosalie, et au RTCBQ pour l'invitation. Merci à toi, Sophie. Vraiment super belle présentation. Puis je suis contente aussi des belles questions qui ont été posées dans les commentaires. Donc, merci tout le monde pour votre participation à ce webinaire. Donc, l'enregistrement va être disponible dès demain sur le site web du rtcbq.com. Donc, afin de vous aider à demeurer pertinent avec le contenu proposé dans cette série de webinaires, nous vous remercions à l'avance de compléter le formulaire d'évaluation qui est acheminé à l'instant dans la conversation par ma collègue Mireille. Donc, ne manquez pas notre prochain webinaire Midi-Snack, soutenir l'approvisionnement local dans les écoles, une stratégie mise en place par l'ITHQ. Nous parlerons d'enjeux et d'opportunités sur l'approvisionnement local dans les écoles, ainsi que des avantages de collaborer avec une table de concertation pour valoriser vos produits au sein des projets novateurs de l'ITHQ. Donc, merci tout le monde. Merci pour votre belle participation. Je vous souhaite un bel après-midi. Puis, on se retrouve le 13 mai. Merci.